Bonsoir à toutes et à tous. Il est 19 heures, vous êtes sur Prune et vous écoutez Angle Mort, l'émission du collectif Isonomia. Bienvenue sur Prune, là où les luttes antiracistes et décoloniales prennent la parole. Angle Mort, c'est l'émission qui éclaire les marges et décolonise les regards. Tous les premiers lundis du mois, de 19h à 20h, avec le collectif Isonomia, explore sans concession les concepts et réalités qui échappent souvent à notre regard. Bienvenue dans Angle Mort, là où les périphéries partent au centre. Fidèle au poste, Rêve, Charmarke, Moussa et moi-même Filsan. Ce soir dans Angle Mort, pour ce 8e épisode de la saison 2, on va parler d'un mot, un seul, le socialisme. Alors attention, pas le logo, pas la rose, mais de la pensée, mais aussi de ce qu'il y a en face, la barbarie. Pas une figure de style, une réalité concrète qu'on va essayer de nommer précisément. Et pour commencer, comme toujours, place à l'édito d'Angle Mort. Les périphéries parlent au centre, c'est l'édito d'Angle Mort. Alors, ce soir, je voulais vous partager mon état d'esprit en ce moment, enfin un tips. Il existe une technique redoutable pour tuer le débat politique. Elle est gratuite, garantie sans effort, à la portée du premier venu. Son nom, l'élargissement jusqu'à disparition. Vous dénoncez la violence coloniale? On vous rétorque aussitôt, oui, mais bon, la violence est inhérente à la nature humaine, ça existe depuis la préhistoire. Emballer, c'est peser, circuler. Vous abordez la traite transatlantique, on vous oppose immédiatement, ouais, mais bon, on va pas oublier qu'il y a eu la traite arabo-musulmane. Deux parades, un seul effet, le sujet s'évapore. On ne répond plus aux problèmes posés, on le noie. Et si vous avez le malheur d'insister, le coupable c'est vous. Vous devenez l'obsessionnel, la militante aveugle, l'ennemi de la fameuse nuance. C'est précisément là qu'une distinction capitale s'impose, une boussole à garder, selon moi. Il faut séparer la valeur réelle d'un argument de sa valeur d'usage. La valeur réelle, c'est l'exactitude factuelle. Oui, la violence traverse l'histoire humaine. Oui, il y a eu d'autres traites esclavagistes. Factuellement, ce n'est pas faux. La valeur d'usage, c'est l'effet politique que produit cet argument dans une conversation précise à un instant T. Et là, l'entourloupe saute aux yeux. Ces interventions ne produisent aucune connaissance, elles n'éclairent pas le débat, elles l'éteignent. Leur but n'est pas de mieux comprendre le sujet, mais d'en sortir au plus vite. Évoquer la nature humaine, c'est s'épargner la tâche d'examiner le colonialisme, par exemple, pour ce qu'il est. Un système organisé, daté, avec des bénéficiaires bien identifiables. Brandir les autres traites, c'est s'éviter de regarder ce que la traite transatlantique a spécifiquement forgé, un capitalisme racial et des structures d'accumulation dont les héritages frappent encore aujourd'hui. La valeur réelle est un fait, la valeur d'usage est un écran de fumée. Et la mécanique s'applique à toutes les dominations. Le patriarcat, ouais, les homos aussi souffrent. Les inégalités de classe, aussi. Dans cette grande lessiveuse rhétorique, toutes les oppressions se valent, toutes les époses se confondent, les systèmes de pouvoir se dissolvent dans la grande soupe de la nature humaine et dans ce flou artistique, plus rien n'est saisissable, plus rien n'est attaquable. Alors non, le colonialisme n'est pas un banal soubresaut de l'histoire humaine, c'est une matrice économique, raciale et globale qui a façonné notre monde. La traite transatlantique n'est pas un drame parmi d'autres, c'est l'un des piliers du capitalisme moderne. Ces gestes d'esquive ont une fonction politique vitale, protéger ce qui devrait être démantelé, jouer sur la confusion entre valeurs réelles et valeurs d'usage, c'est le mécanisme de défense par excellence de la barbarie. Car la barbarie n'est pas un instinct naturel ni une fatalité éternelle, c'est une organisation du monde. Autrement dit, on choisit socialisme ou barbarie. Celui qui n'accepte pas la rupture. La méthode, ça passe ensuite. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi. Politique, ça va de soi, c'est secondaire. Avec la société capitaliste,
celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. Éclairer les marges, décoloniser les regards. Angle mort, là où les périphéries parlent au centre. Alors, vous venez d'entendre, pour commencer, quelqu'un qui l'a fait à sa façon, à son époque, et avec ses limites, François Mitterrand, au congrès d'Épinay en 1971, c'est ça? Ouais. Okay. Au moment où le Parti socialiste prend la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Alors, Rêve, qu'est-ce que cet extrait éclaire dans le sujet qui nous occupe ce soir et surtout le titre? En fait, nous avons choisi cet extrait parce que dès qu'on parle de socialisme, en fait, dans les représentations collectives, ce qui vient en premier, c'est le Parti socialiste. Alors que le but de l'émission aujourd'hui, c'est de parler du vrai socialisme, dans son histoire, dans son déploiement et dans sa trajectoire. Et ce qui est intéressant dans l'extrait aussi, c'est le fait que vous entendez les variations dans sa déclamation. Il y a les choses fortes qu'il dit et il y a les choses qu'il dit de manière beaucoup plus faible. Et ça, c'est la façon de tempérer la radicalité de la position socialiste. Et c'est aussi quelque chose dont on va parler pendant l'émission. J'aimerais que tu peux peut-être rajouter quelque chose sur la formule socialisme, le titre de l'émission de ce soir, socialisme ou barbarie. À qui fait-elle référence? Elle fait référence directement à Rosa Luxembourg qui, en 1915, en pleine Première Guerre mondiale, a vu le camp auquel elle appartenait, c'est-à-dire la social-démocratie, parce qu'aujourd'hui, la social-démocratie, c'est quelque chose qui nous fait rire, et c'est même limite une insulte, les SOSDEM, mais je rappelle que Lénine, Luxembourg et toutes les grandes figures, entre parenthèses, du communisme étaient dans le Parti social-démocrate. Et ce qui a fait la rupture entre eux, c'est justement que le SPD et le Parti socialiste français aussi, la SFIO, une partie a voté les crédits de guerre et a lancé les ouvriers de chacun des pays belligérants dans la Première Guerre mondiale. Et donc, ils sont arrivés au constat que, en fait, on ne peut pas négocier avec le capitalisme. Et la voie de sortie, justement, de ces contradictions, ce serait le socialisme ou la barbarie. Et elle a été tuée pour ça, par les socialistes allemands. Ok. Alors, pour continuer, pour comprendre d'où vient cette pensée qu'est le socialisme, pourquoi elle va beaucoup plus loin qu'un parti électoral, ce qu'un parti électoral peut porter, est-ce que tu peux nous camper le contexte dans lequel elle apparaît? Ouais, on va pas partir de la préhistoire justement pour pas tout lisser. Si, quand même. Le paléolithique. Le néolithique. Néolithique. Tu vas pas faire l'élargissement. Non, je vais partir des Lumières et de la modernité, parce que si on doit chercher les racines du socialisme, on est obligé de revenir au début des Lumières et même la modernité occidentale en général qui a une vision du monde bien spécifique et qui veut instaurer l'homme comme maître de son destin. Et donc cet homme-là, pour qu'il puisse faire entre parenthèses des bons choix pour le futur, il faut absolument qu'il soit émancipé de tous les carcans. Oui, voilà, c'est d'abord l'émancipation. Et après il y a des figures comme même Voltaire, il en fait partie un tout petit peu, mais la figure la plus marquante, c'est Rousseau. Plus tard, pendant la Révolution française, on va voir Robespierre, il va y avoir Dragus Papeuf et tout. Alors oui, le socialisme, le proto-socialisme, il est plutôt français, il est versaliste et a une certaine idée de l'émancipation de l'homme. Ok, une sorte de sécularisation. Oui, bien sûr, ça, on peut pas enlever la sécularisation parce que l'Europe a vécu une sécularisation à partir de 1492 et plus tard, justement, on aura l'occasion de revenir dessus. C'est Marx qui montrera justement que ce proto-socialisme ou le socialisme qui va le suivre après est fortement imprégné de christianisme. Très bien. Et du coup, dans ce décalage-là que naît à un moment donné le socialisme utopique, Rêve, est-ce que tu peux nous présenter ce mouvement,
peut-être avec 3 noms en particulier. Oui, en fait, ça va en droite ligne de ce que vient de dire Charles Marquet. Là où on peut parler de vraiment de naissance du socialisme en tant que mouvement courant d'idées, mais aussi d'une praxis, d'une façon d'appliquer une idéologie et d'essayer de transformer le monde, c'est à partir de ce que Marx et Engels ont appelé les utopies. Parce que le socialisme utopique, parce qu'eux-mêmes ne s'appelaient pas comme ça en vérité. Et pour prendre les trois exemples, le premier, ça va être Saint-Simon. Saint-Simon, c'est quelqu'un de très, très brillant. Marx dira que Saint-Simon, c'est parmi un des meilleurs esprits de sa génération. Lui, c'est un bourgeois qui était aux États-Unis au moment de la Révolution, qui rentre en France à partir de la Révolution. Donc, quand la monarchie est tombée, et qu'est-ce qu'il a fait? Il ne rejoint pas la Révolution, il spécule sur les biens de l'Église qui ont été confisqués et qui lui a donné beaucoup d'argent. Mais c'était aussi quelqu'un qui croyait beaucoup à la science, qui croyait beaucoup aux promesses des Lumières. Et quelques années après, il s'est rendu compte que, donc après la Révolution, il s'est rendu compte que la Révolution bourgeoise n'a pas vraiment respecté sa promesse et qu'il ne voyait pas de libération en fait. Donc, il a commencé à essayer de penser cette société pour accéder à une société qui est égalitaire. Et lui, il identifie 2 acteurs pour lui de l'histoire qui sont les oisifs et les travailleurs. Les oisifs, c'est la noblesse. Elle vient de tomber. Il y a encore une noblesse vraiment de queue de comète qui ne fait rien, qui essaie de s'accrocher à ses particules. Et puis, il y a, de l'autre côté, il y a ce qu'il voit comme la classe ouvrière naissante d'une part, parce que le capitalisme est en train de monter, mais il y a aussi les bourgeois, comme les banquiers et autres, qui mettent beaucoup de capital pour faire développer tout ça. Et comme c'était un scientifique, lui, il pensait que ces deux catégories-là pouvaient travailler ensemble pour changer la société. Donc, il est allé essayer de voir les bourgeois pour les convaincre de changer la société. Mais bon, les bourgeois étant des bourgeois et ayant une conscience très claire de là où se situent leurs intérêts, ils n'ont jamais suivi Saint-Simon, malgré qu'il était reconnu, etc. Et puis, il y a, donc c'est Saint-Simon qui est un Français, et puis il y a aussi un autre Français qui s'appelle Charles Fourier, à ne pas confondre avec Joseph Fourier qui est le mathématicien. Charles Fourier, lui, il est quelqu'un qui est aussi bourgeois, qui était riche, mais qui avait un sens de la critique sociale qui était très aigu. Ça veut dire Charles Fourier, c'est le premier qui a dit que l'égalité réelle ne pouvait être atteinte que s'il n'y avait pas l'égalité avec les femmes. Donc, il a pensé, par exemple, les crèches en premier, il a pensé l'égalité salariale, etc. D'ailleurs, il y en a qui lui attribuent, par exemple, le terme de féminisme et autres et l'invention des HLM. Et l'invention des HLM. Et pourquoi l'invention des HLM? Parce que justement, il a pensé à ce qu'on appelle les phalanstères. Parce que lui, en fait, c'est un scientiste. Vraiment un scientiste. C'est pas un scientifique, c'est un scientiste. C'est celui qui prend la science comme religion. Et donc, il va proposer qu'on érige un temple à la gloire de Newton. Et il va identifier pour la société, il a pensé que la loi qui fait fonctionner la société, c'est la loi de l'attraction. Et pour respecter cette loi-là et organiser la société d'une manière harmonieuse où tout le monde est égal et tout se partage, il faut faire des communautés qu'il appelle les phalanstères, de phalanges et de monastères. Et pour les organiser, il a identifié 12 passions. Et à partir de ces 12 passions-là qui habitent les humains, il va identifier 810 personnalités. Et à partir de ces 810 personnalités, il va dire que le phalanstère idéal, c'est celui qui est entre 800 personnes et 1620. Parce que 1620, c'est le double de 810. Et donc, c'est comme ça que les gens, avec des affinités, etc., pourront construire des sociétés harmonieuses et autres. Il a aussi essayé de convaincre les bourgeois. Ça n'a pas marché non plus. Et puis, le dernier, c'est Owen. Le dernier, c'est Owen. Le dernier, c'est Robert Owen, qui est un Anglais pour le coup, parce que la Révolution, elle est aussi anglaise. Et en fait, Owen, c'était un grand industriel qui s'est beaucoup enrichi et qui était vraiment bien vu sur la place londonienne. Et
il avait aussi une fibre sociale. Lui, il se voyait s'enrichir, il voyait sa classe sociale s'enrichir, que les trois n'identifiaient pas encore comme classe. Hein. Et parce que ça va venir après avec Marx et tout. Mais lui, il se voyait s'enrichir et il voyait les travailleurs vivre dans des conditions qui sont extrêmement brutales. Et il a commencé d'abord à mieux payer ses travailleurs, même quand il a beaucoup produit et qu'ils n'ont plus besoin de travailler, il les met en congé et il les paye alors qu'ils ne travaillent pas. Puis ensuite, il les organise en autogestion. Et il va aller voir les autres bourgeois pour leur dire, organisez-vous aussi comme nous, on a organisé... Des sortes de coopératives. Exactement. C'est les premières coopératives. Et les autres bourgeois ne l'ont pas, non seulement pas suivi, mais... Surprise. Ouais, surprise. Mais ils ont beaucoup concurrencé ces industries. Et quand ça n'a pas marché, il s'est un peu appauvri. Il est allé aux États-Unis. Il a continué dans le mouvement syndical aux États-Unis. Il est revenu en Angleterre, pauvre, mais il s'est engagé dans le syndicalisme et il a été aux côtés des travailleurs jusqu'au bout. C'était vraiment une utopique, parce que, etc. Ouais. Mais il était conséquent dans sa praxis, sauf qu'il n'avait pas l'épistémologie qui permettait de vraiment, vraiment comprendre ce système, quoi. Ok, donc aux origines du socialisme. Pour conclure, on va se dire qu'on ne fait pas de socialisme seul dans son coin, et donc il faut une transformation collective et politique. C'est ce qu'on va voir après notre première pause musicale. Exactement. Et c'est qui c'est toi qui as choisi. Ouais, c'est moi qui ai choisi. Lui, il a tapé des pieds, c'est là, pour choisir, et du coup, il sait plus. Dom La Nena, et la chanson c'est Batunke. C'est un remix, c'est un remix, mais je me souviens plus. Le Jérémy Sol. Ouais. Heureusement qu'on est là. Franchement, ouais. Donc, pause musicale. De toute façon, les gens, ils ont Shazam. Hein. Batuque brasileiro, na roda tem pandeiro, bate meu coração, no ritmo da canção. Batuque brasileiro, na roda tem pandeiro, bate meu coração, no ritmo da canção. Batuque brasileiro, na roda tem pandeiro, bate meu coração, no ritmo da canção. Batuque brasileiro, na roda tem pandeiro, bate meu coração, no ritmo da canção. Batuque brasileiro, na roda tem pandeiro, bate meu coração, no ritmo da canção. Batuque brasileiro, na roda tem pandeiro, bate meu coração, no ritmo da canção. Éclairer les marges, décoloniser les regards. Angle mort, là où les périphéries parlent au centre. Vous êtes sur Prune et c'est Angle mort, saison 2, épisode 8, socialisme ou barbarie. Et avant de reprendre nos échanges, c'est l'instant lexique de rêve. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'instant lexique d'Angle mort. Alors, bouchez-vous les oreilles. Hein. Ce soir, il est question du mot raciste. Oh là 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 là. Un vocable qui irrite autant qu'il fascine, peut-être parce qu'il désigne quelque chose que la team universalisme, en tout cas si on peut citer que, ne veut pas nommer. Rêve, c'est à toi. Il est des mots qui dérangent moins par ce qu'ils disent que par ce qu'ils révèlent. Le terme racisé appartient à cette catégorie
au cœur des polémiques françaises. Il est accusé de fragmenter, d'essentialiser, voire de réintroduire la race là où l'universalisme prétend l'avoir aboli. Mais ces critiques passent à côté de l'essentiel. Racisé n'est pas un mot qui enferme, c'est un mot qui dévoile. Et pour comprendre sa portée, il faut revenir à la rupture théorique introduite par la sociologue Colette Guillaumin, car dès 1972, dans un texte intitulé « L'idéologie raciste, genèse et langage actuel », elle renverse une idée profondément ancrée. La race n'est pas la cause du racisme, elle en est le produit. Autrement dit, ce ne sont pas des différences naturelles qui expliquent les hiérarchies sociales, mais des rapports de domination qui fabriquent ces différences comme des évidences. Dans ce cadre, le terme racisé ne désigne pas une identité intime, encore moins une essence, c'est un participe passé et ce détail grammatical est politique. Il signifie que l'individu ne possède pas une race, il subit une assignation. Il est placé par le regard et les institutions dans une catégorie qui le dépasse et le contraint. Mais alors du coup, on dit racisé, mais pas racialisé. En fait, la confusion entretenue autour du terme tient souvent à son assimilation, effectivement, à la racialisation. Or, la distinction mérite qu'on s'y attarde. La racialisation désigne un processus de catégorisation, en l'occurrence quand une société attribue des traits, des comportements ou des essences à des groupes, alors que la racisation, elle, désigne un rapport social de domination qui hiérarchise ces groupes et organise leur inégalité. Dire qu'une personne est racisée, ce n'est donc pas seulement dire qu'elle est perçue comme différente, c'est dire qu'elle occupe une position dominée dans un système structuré. La nuance est fondamentale. Elle déplace l'analyse du registre des représentations vers celui des rapports de pouvoir. Mais alors pourquoi une telle hostilité au mot ? Une première explication tient à l'ignorance. Beaucoup de critiques prennent racisé pour une revendication identitaire, comme si le terme enfermait les individus dans une appartenance fixe. Pourtant, c'est exactement l'inverse. Il sert à rappeler que cette assignation est imposée, historique et donc contestable. Mais il faut aussi nommer une autre source de résistance que je qualifierais de mauvaise foi, celle d'un universalisme abstrait qui refuse de voir la race comme un rapport social au nom d'un idéal de neutralité. Or, cette posture n'a de neutre que le nom. Elle correspond à la position du groupe dominant, celui que Guillaumin appelle le racisant, celui qui nomme les autres sans jamais se nommer lui-même, celui qui incarne la norme et échappe à toute assignation. Donc refuser le terme racisé, c'est en réalité souvent refuser de rendre visible cette position et donc préférer une égalité proclamée à une inégalité constatée. Alors, en quoi le vocabulaire choisi pour désigner le racisme détermine-t-il alors notre capacité concrète à le combattre ? En réalité, l'enjeu dépasse largement la querelle sémantique, car nommer, c'est rendre visible, et rendre visible, c'est ouvrir la possibilité d'agir. Le concept de racisé permet de déplacer l'antiracisme d'une morale des intentions vers une critique des structures. Il ne s'agit pas de traquer des propos haineux, mais d'analyser des mécanismes qui produisent des inégalités. Discrimination à l'embauche, contrôle policier au faciès, ségrégation résidentielle, plafond de verre professionnel et frontières mortelles. En ce sens, racisé est un outil d'enquête autant qu'un instrument de lutte. Donc, en gros, il s'agirait de dénaturaliser pour transformer. Oui, parce que les perspectives ouvertes par ce concept sont très clair. D'abord, il s'agit de poursuivre le travail de dénaturalisation en montrant que ce qui est présenté comme naturel, à savoir les différences, trajectoires, les positions sociales, relève en réalité de choix politiques et historiques. Ensuite, il faut déplacer le regard vers le groupe dominant. Tant que celui-ci restera invisible, tant qu'il pourra se présenter comme universel, les rapports de pouvoir resteront intacts. Et enfin, la lutte doit être à la fois idéologique et matérielle. Idéologique en déconstruisant les catégories et les discours qui légitiment la domination, et matérielle en transformant les institutions qui la reproduisent, car c'est là le paradoxe du terme racisé. Il n'a pas vocation à durer, comme le rappelle la tradition matérialiste dont nous nous réclamons. Il est un outil transitoire destiné à disparaître avec les rapports sociaux qu'il permet de dévoiler, à l'image des catégories de serfs et de seigneurs devenus caduques avec l'abolition du féodalisme, ou celles de prolétaires et de bourgeois appelés à s'effacer avec la lutte du capitalisme. Racisé n'a de sens que dans un monde structuré par la racisation et donc devra disparaître avec elle. En attendant, le refuser, c'est refuser de voir, et refuser de voir, c'est laisser intact ce que l'on prétend combattre. Éclairer les marges, décoloniser les regards. Angle mort, là où les périphéries parlent au centre.
Merci Rêve pour cet éclairage. J'espère que c'était clair pour tout le monde. C'était clair, hein, mais c'est pas moi qu'il faut le dire. Ouais. Non, on est convaincus. Hein. Mais il y en a d'autres qu'il faut convaincre. Ok, bon, allez. C'est pas que les universalistes. Ok. Allez, revenons à nos moutons. Dans la première partie de cette émission Socialisme ou barbarie, on a évoqué les prémices du socialisme avec notamment le courant des utopistes. Je voudrais savoir quelle critique va rencontrer ce socialisme utopique. La critique, elle est dans l'utopie. Parce que eux, ils ne s'appelaient pas, comme Rêve l'a dit, utopie. C'est ceux qui vont arriver derrière eux pour justement légitimer leur socialisme scientifique qui vont qualifier cette génération-là d'utopique. Et ceux dont on va parler, c'est clairement Engels et Marx qui vont arriver juste derrière. Engels qui est un profil similaire à Owens, qui est un fils de bourgeois, d'industriel allemand, et qui rencontre Marx en Allemagne, qui est un jeune philosophe qui vient d'une famille récemment convertie au protestantisme, une famille juive. Et en tant que journaliste, bon, il détonne les deux et il se retrouve à Paris. Et c'est là qu'il rencontre justement ces traditions que eux vont dire, mais c'est très très intéressant. Tout à l'heure, tu parlais de Saint-Simon. On peut aussi citer Proudhon. Et c'est Bakounine et tout ça. Tout ça, ça se retrouve à Paris, en France. Et eux, en fait, ils arrivent avec une autre démarche, plus scientifique, plus nouvelle, qui... Contrairement à ceux d'avant que Rêve, tu pourrais comparer à des alchimistes qui veulent soumettre la matière à leurs idées, et eux, c'est des chimistes qui veulent justement partir de la matière et faire en fonction de la matière. Et quelle est cette matière-là? C'est la nouvelle classe ouvrière qui arrive et qui rentre dans l'histoire et qui n'était pas là un tout petit peu avant. Bon, donc, il ajoute quelque chose qui n'avait pas été vu, enfin en tout cas par ses prédécesseurs, c'est la question de qui fait la révolution. Oui, effectivement, en fait, c'est le sujet du sujet révolutionnaire pour le coup. Parce que ce soit Owen, que ce soit Fourier ou que ce soit Saint-Simon, à chaque fois, vous voyez que dans leur démarche, ils essaient de voir qui convaincre et qui amener pour changer le monde. Et les trois ont essayé d'allier de négocier. Voilà, les travailleurs et les bourgeois. Voilà. De mettre, en fait, dans le même camp, à la fois le banquier et le salarié. Et on s'est rendu compte de leur échec. Et c'est Engels qui dit, ils sont des alchimistes sociaux, comme l'alchimiste essaie de trouver la pierre philosophale, donc l'idée géniale qui va transformer le monde. Ils sont en train de chercher effectivement l'idéologie donc qui va sortir les gens donc de l'aliénation dans laquelle ils se trouvent. Et là, Marx et Engels, en arrivant avec la dialectique donc héritée d'Engels, qu'ils ont historicisé, ils ont donc identifié un sujet révolutionnaire qui était le travailleur ouvrier industriel. Et le travail ouvrier industriel était dans une position qui était une position privilégiée pour plusieurs raisons. Privilégié pour changer le monde pour plusieurs raisons. La première raison étant que, du fait même des contradictions entre les intérêts des bourgeois et des prolétaires, les prolétaires avaient beaucoup plus intérêt à changer la société que les bourgeois. D'ailleurs, toute la morale bourgeoise et l'épistémologie bourgeoise, c'est de faire en sorte que les choses ne changent pas. L'autre chose, c'est que matériellement, le travail ouvrier est positionné dans on va dire, un lieu ou une position dans la production qui fait que ils ont la capacité de bloquer la production par leur grève, par leur action collective, d'impulser le changement. Oui, et d'ailleurs, c'est là où peut-être ils arrivent aussi avec des concepts dont un peut nous éclairer sur le travail, c'est la baisse tendancielle. Ouais. Et avant d'aller sur la baisse tendancielle, Rêve tout à l'heure disait qu'ils sont venus aussi avec une nouvelle épistémologie. Tu as cité la dialectique de Hegel. Et ces gens-là appartiennent à une autre bourgeoisie. Une bourgeoisie qu'on n'a pas encore citée, c'est la bourgeoisie allemande qui, elle, contrairement à la française et l'anglaise, n'a pas réussi à faire sa révolution. Et c'est très important. Donc, ils ont été obligés d'être un tout petit peu plus matérialistes que les autres. Et justement, tu parlais de contradiction.
Marx, Engels, avec la traduction hegelienne, eux, ils disent que c'est la contradiction qui est le moteur de l'histoire. Et en fait, quelle est cette contradiction? La contradiction se retrouve dans une loi qu'ils ont découvert pendant qu'ils faisaient leur recherche, qui est la baisse tendancielle du taux de profit. Et qui est très importante pour comprendre en fait l'exploitation, pour aller très vite. Vous avez une usine qui fait des balais, vous en vendez 100 par an, il y en a un autre qui va arriver, lui aussi il va vous concurrencer, il va en faire 100, et en fait vous allez vous faire concurrence parce que justement le marché il est ouvert, et parce que vous vous faites concurrence, votre taux de profit, même si vous doublez voire triplez votre production, votre taux de profit a tendance à baisser. Là où vous faisiez 10%, l'année d'après, même si vous doublez votre production, il va faire de 8% du fait de la concurrence. Et qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre que le seul moyen en fait de faire des profits stables, la seule chose sur laquelle les bourgeois ont la main, c'est la marchandise travail. Ils n'ont pas la main sur les matières premières, ils n'ont pas la main sur les guerres, enfin même si on pense qu'ils ont la main sur les guerres et tout ça, mais en fait ils n'ont pas la main. La seule marchandise sur laquelle ils ont la main directement, c'est la marchandise qui est vraiment compressible dans la production, c'est le poste social. Et c'est ça qui fait la différence entre Marx. On avait l'exemple, pendant qu'on préparait l'émission, l'exemple de Macron qui à un moment donné dit on va payer les chômeurs, ou alors on va faire travailler les bénéficiaires du RSA 15 heures. Oui, dès qu'il y a une crise, par exemple, des matières premières, etc., même dès qu'il y a une crise de la consommation et autres, au lieu de payer les gens, les bourgeois vont se tourner vers l'État pour lui dire, force les travailleurs à revenir au travail, quitte à leur couper le RSA, quitte à raccourcir les périodes de chômage, quitte à radier autant qu'il faut pour les ramener au travail. Parce que c'est vraiment le poste qui est compressible, et ça permet de comprendre justement qu'il y a une contradiction en fait inhérente à ce rapport social-là de production qui est le rapport capitaliste. Les autres n'ont pas pu voir. Les travailleurs sont la seule classe qui intéresse que le capitalisme tombe. Exactement. Très bien. Et je pense que c'est... avant de voir ce que ça implique pour aujourd'hui, c'est l'heure de la chronique d'Angle Mort. La cam. Je sais plus où je suis. La cam. C'est parce que ça. Bonsoir, c'est la cam de Moussa, et ce soir Moussa il nous emmène Voilà. à Cuba. Tu vas voir, je t'emmène. Cuba. Voilà, c'est comme ça que On pourrait chanter quand même. J'avais un jingle, mais il va falloir l'identifier. Il va falloir l'imaginer, quoi. Je l'ai pas là. Oh my God. Tu pourrais chanter, tu pourrais fredonner. Non, oui, parce qu'on est en procès et tout. Ah bon? On attend. Donc, jingle. Allez, jingle. Tu veux de la cam? C'est la chronique Angle Mort de Moussa. Moussa, c'est à toi. Allez, let's go. Écoutez, rien à voir avec Cuba. Ah bon? Non, en fait, moi, je suis parti voir le biopic de Michael Jackson, là, au cinéma. Oui, Moussa, excuse-moi. Ouais, dis-moi. Tu sais, on prépare. Ouais, je sais. On prépare l'émission. Après, tu fais ce que tu veux. C'est ça, tu changes. Non, tu sais que Michael Jackson est né rue de Cuba. Exactement. Dans le Michigan. Malakoff. Voilà. Bon. Je peux plus. C'est génial, merci pour la traduction. Ouais, non, je suis parti voir le biopic de Michael au cinéma. Franchement, je suis sorti déçu. Et le film, il s'arrête en 1990. Tu m'aurais demandé, je t'aurais dit. Ouais, mais attends, le film, tu l'as vu, toi? Non, mais j'ai... Ah voilà, je te dis, le film, il s'arrête en 1988. J'ai vu les critiques. Ça raconte même pas toute l'histoire. Imagine, je te raconte l'histoire de Blanche-Neige et je m'arrête avant qu'elle rencontre ses amis de petite taille. Là, avec Michael, ils ont fait pareil. Le film, il s'arrête avant qu'il rencontre ses amis de petite taille. Ne regarde pas comme ça. En vrai, ce qui m'énerve, c'est qu'ils ont édulcoré sa vie. Tu vois, le réalisateur, il a choisi de montrer que le positif. Là, on est d'accord, c'est une tragédie, son histoire à Michael. C'est comme si, demain, il y avait un film sur la colonisation et le réalisateur, c'est Bruno Retailleau. Oui, imagine le film avec Jean Dujardin dans le rôle de Charles de Gaulle, Christian Clavier dans le rôle de Léopold Sédar Senghor, parce que c'est Bruno qui fait le casting, et Raphaël Quenard dans le rôle de Rêve. À la fin, tu vois les colons et les colonisés tous ensemble, ils tournent d'un grand et à sa pleurer. Extraordinaire. Ça faisait longtemps. Ouais, ça faisait longtemps. Non, mais en fait, le biopic de Michael, il m'a vraiment déçu. Tu sais, quand tu connais un minimum le sujet, c'est pas du tout à la hauteur. Franchement,
Après le film, je me suis senti trahi. J'avais l'impression d'avoir voté pour le Parti Socialiste en 2026. Et tu sais, voter PS en 2026, c'est avoir la garantie que tous tes problèmes seront résolus en mettant fin au Master Poulet de Saint-Ouen. Oh là là. Sans transition, sans transition, Karim Bouamran, a.k.a. Obama Master Poulet. Alors, Karim, il en avait marre de voir des Noirs et des Arabes manger du poulet halal. Et j'insiste sur le halal, et pas cher, dans sa ville. C'est mauvaise langue. Mais au lieu de dire, les Noirs et les Arabes font trop de bruit et leur cuisine pue, il a dit, ça suffit, les nuisances sonores et olfactives. En fait, il a gentrifié le bruit et l'odeur de Chirac. C'est ça qu'il a fait. Parce que c'est ça l'enjeu, la gentrification. Karim, il prend l'expression nourri, logé, blanchi un peu trop à la lettre. Parce qu'en fait, il faut lui dire à Karim que blanchi, là, c'est pour le linge, c'est pas pour la population. Karim, tu lui demandes un blanco, il te ramène Manuel Valls. Ouais. Bref. Ouais. Oui, aussi. donc dans tous les cas, écoutez, prenez soin de vous, n'allez surtout pas voir Michael, et vive le poulet, mais pas celui qui tue. Voilà. Ah, Capté. Bien sûr. Capté. moi, Moi, je j'ai comprends. pas Il faut juste m'expliquer. là. Akaba. Ah. Ouais, je vais pas me prendre un procès, donc j'ai fait un... Ah bah lui, il va s'en prendre un. Ouais, c'est bon. Vous avez entendu des Jacine J'ai parlé persan, hein, j'ai pas parlé français. Akab en vieux persan, ça veut dire ça va. Le phénix. Voilà. Ah. C'est n'importe quoi. C'est Cette émission, c'est d'avoir le... Très bien. Bah du coup, on continue. Ouais. Oui. Bah c'est pas la pause musicale là. Mais oui, c'est la Bah deuxième. voilà, pause c'est la deuxième musicale. pause musicale et là c'est un titre qui a été choisi par Adib. Adil, mais qui a été inspiré par Najib. Voilà. Ah, Youssouf Days, Love is Image. love is the message. Ah bon, bref. Ouais. Bah tu parles espagnol, tu parles pas Ouais. anglais. Exactement. C'est ça. le- C'était vite fait. Hein. Exactement. Bon. Ah. Amor, mensaje, tu vois. Éclairer les marges, décoloniser les regards. Angle mort, là où les périphéries parlent au centre. On est de retour dans Angle mort et on enchaîne direct avec le hors-piste de Charles Marquet qui est mesquine en plus. Il a pas d'inspi. Ouais. Ouais. On prend un détour. C'est le moment hors piste d'Angle mort. C'est à toi. Ouais, j'ai nommé ce texte « Je n'ai plus d'inspiration ». Parce que je n'ai réellement vraiment plus d'inspiration. Après plusieurs années à penser et à écrire, une partie de ma conscience est arrivée là où elle devait arriver. Certaines contradictions qui m'habitaient ont trouvé une forme de stabilisation. Il y a moins de friction, moins de chaos intérieur à organiser. Bah ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le sujet n'est plus en tension?
Il cesse d'être un sujet politique capable de transformer le monde. Oui, un sujet collectif en lutte est toujours un sujet traversé par des contradictions, par des problèmes concrets à résoudre. Et c'est cette tension qui produit une pensée de la transformation. Bon, en gros, c'est l'histoire de la classe ouvrière dans les centres impérialistes. Oui, mais ce n'est pourtant pas mon cas. Même si certaines contradictions internes se sont apaisées, une autre demeure. La race, par exemple. Elle ne dépend pas de mon état subjectif. Elle me maintient dans un champ de tension qui ne se résout pas par l'apaisement intérieur. Elle réintroduit constamment de la discontinuité là où l'on pourrait croire qu'il y en a plus. Il y a donc une illusion possible, croire que la fin d'un conflit interne équivaut à la fin du conflit politique. Certains rapports sociaux ne se retirent jamais complètement. À cela s'ajoute une autre dimension, plus diffuse, mais surtout tout aussi structurante pour moi, qui pourrait être une source de motivation. Mais encore, il faut nous expliquer plus, nous en dire plus. Par exemple, ma morale religieuse, qui n'est pas une croyance stable, mais une forme de persistance, de perception du monde. Une manière de sentir qu'il existe un bien et qui doit triompher sur le mal. Et la justice ne se réduit pas à un simple équilibre des forces. Certaines lectures de l'islam, par exemple, insistent aussi sur une égalité radicale entre les croyants, sur une communauté fondée sur les obligations réciproques et sur une articulation plus directe entre morale et organisation sociale. Mais toutes les morales religieuses ne reproduisent pas les mêmes effets politiques. Une partie du marxisme occidental, par exemple, ainsi que d'autres sensibilités progressistes issues de l'Occident, a hérité du christianisme. Non pas comme doctrine, mais comme une structure affective. On y retrouve une valorisation de la pureté, une difficulté à penser la victoire en dehors du sacrifice, parfois un rapport ambigu à la défaite. Le martyr devient une forme supérieure de vérité politique. Les défaites ne sont plus seulement des échecs stratégiques, mais des moments de sacralisation implicite de la lutte. J'ai constaté durant mon parcours militant que certaines défaites produisent dans certains espaces idéologiques de la morale plutôt qu'une véritable évaluation politique. Du coup, qu'est-ce que tu prônes? Est-ce que tu prônes l'intégration d'autres imaginaires religieux dans le combat pour redynamiser l'action politique? Il serait naïf d'en faire une alternative stable ou extérieure à l'histoire. Malgré leurs différences apparentes, les soubassements évoqués qu'il s'agisse du registre sacrificiel hérité du christianisme ou de la solidarité radicale que l'on retrouve dans certaines lectures de l'islam relèvent tout autant des structures affectives héritées d'un temps où la matière était soumise à la pensée des hommes. Il appartient à des registres individuels ou moraux qui, eux seuls, ne peuvent structurer une pratique politique capable de transformer les rapports sociaux. Les affects, aussi puissants soient-ils, restent aujourd'hui insuffisants pour produire des transformations matérielles radicales du monde. Dans cette perspective, une politique de transformation ne peut pas être réduite à l'intensité de l'intérieur du sujet. La tension qui me traverse n'a donc rien d'éternel. Elle peut être absorbée. Aucune gesticulation théorique ou mystique visant à me réinstituer comme un sujet légitime n'y changera quoi que ce soit. Demain, une politique antiraciste institutionnalisée combinée aux mutations du capitalisme pourrait suffire à me stabiliser dans l'ordre existant, comme un random travailleur des centres impérialistes. Ma propre stabilisation doit encore être interrogée. Elle peut tout autant signaler une transformation du monde que la capacité de ce monde à se reproduire depuis la position masculine. Et donc, que faire? Je ne sais pas, je t'ai dit, moi j'ai plus d'inspiration. Je suis concentré sur 2027 et la victoire. Demande aux petites sœurs. C'est à elles de tout prendre sans se faire prendre. Et allumer tout comme dans Hit. Éclairer les marges, décoloniser les regards. Angle mort, là où les périphéries parlent au centre. Pour quelqu'un qui n'a pas d'inspiration. Ouais, ça fait ça. Heureusement, hein. Et après, on dit que c'est moi qui ai le syndrome de la première de la classe. T'as révisé? Je crois que j'ai raté. Non, j'ai raté. T'as eu combien? 18. Non, mais je l'ai foiré. Ah merde. Du coup, bon, on a vu, on revient à notre émission, on a vu les utopistes qui ont vu la domination et ont voulu la convaincre de se corriger. On a vu Marx qui a montré que la domination n'a pas d'intérêt à se corriger, qu'il faut des forces capables de la dépasser. Et aujourd'hui, on est en 2026, la barbarie est là, rêve, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose à... C'est quoi qu'a foiré? En fait, il faut rappeler que Rosa Luxembourg était très prémonitoire. Quand il disait socialisme ou barbarie, c'était une possibilité, c'était un choix ouvert à l'époque. Donc, il y avait la possibilité de vivre dans un monde où c'était le socialisme. Il se trouve que malheureusement, nous, on vit dans un monde qui a choisi la barbarie
parce que c'est un monde qui a soit bricolé avec le socialisme ou qui a carrément rejeté le socialisme. Et c'est ça qu'il faut voir, quoi. Parce que le socialisme a été battu parce qu'il y a des gens qui ont cru qu'il y avait une troisième voie. D'accord. Et quelle forme concrète de ces troisième voies? Parce que, en fait, je donne un exemple. Les sociodémocrates qui étaient au départ très, très radicaux ont fini comme étant une sorte de mix entre une économie de marché capitaliste, mais avec un filet de sécurité socialisé, en fait. Et ce que je vais appeler comme du bricolage, on va pas le retrouver que là. On va le retrouver aussi, par exemple, dans les pays de l'Asie du Sud-Est ou dans l'Afrique, en fait, colonisée, ou dans l'Amérique latine. On va trouver des mouvements de libération qui, une fois qu'ils ont eu l'indépendance, ont essayé d'abord avec Bandung 1955. Il y avait la confrontation entre les deux blocs. Et ce qu'ils ont investi comme une position d'indépendance géostratégique, ils l'ont confondu aussi en une position de syncrétisme idéologique. C'est-à-dire, au lieu de dire on n'appartient ni au bloc de l'Est ni au bloc de l'Ouest, on va dire géostratégiquement, ils ont aussi dit on ne choisit ni pour le capitalisme, on ne choisit ni le capitalisme ni le communisme. Donc, ils ont fait des économies mixtes. Ils ont, par exemple, dans leurs économies dirigées, ils ont toujours ménagé un espace pour l'émergence d'une bourgeoisie locale. Et à partir de l'émergence d'une bourgeoisie locale et donc de la nécessité de la défense de l'intérêt de cette bourgeoisie locale-là par l'État, forcément, il va y avoir de la violence. Et c'est pour ça qu'on est dans ce monde dans lequel... Donc les différentes conséquences ou... Seulement que toi, tu veux peut-être avant rajouter quelque chose sur la logique moi ce que je remarque... néolibérale. Exactement. Et en fait, tout ce que Rêve a décrit, c'est en fait un monde libéral où même les personnes qui se disent être anticapitalistes ont pleinement intégré le libéralisme avec, comme tu as dit, des familles et des sous-familles du socialisme. Tu as l'acclimatation africaine, asiatique, comme tu l'as décrit. Mais en fait... et ici en France, peut-être. Ici aussi en France, on a toutes les chapelles de gauche et d'extrême gauche. Dans de la rigueur. Ouais, exactement. On a la deuxième gauche, type CFDT, le Parti socialiste, le Parti communiste, et tout ça en fait obéit à l'économie des idées qu'organise le marché en fait, quoi. Donc tout le monde est là, ils se concurrencent, chacun a sa propre vision du monde, mais en fait il y a un consensus sur lequel par exemple personne ne rompt. Et ce consensus, tu l'as dit, c'est le capitalisme, c'est l'économie de marché, et en fait tous libéraux en fait. D'accord, donc si tu laisses les bourgeois, enfin tu choisis de protéger les bourgeois, ça produit donc de la violence extrême, de la barbarie. Nécessairement. Et en fait, c'est la barbarie dont parlait Rosa Luxembourg. D'abord, avec les deux Secondes Guerres mondiales, on l'a vu, avec les compromissions entre effectivement le fascisme et le capitalisme. Mais même quand, avec la naissance du néolibéralisme, tu as parlé du tournant de la rigueur, etc., la violence contre le mouvement social aussi. Et cette violence-là n'est pas qu'une violence de répression dans les rues, c'est aussi une violence de compression des acquis sociaux, en fait, avec l'émiettement de l'état social. Mais ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire, quand on choisit de protéger la bourgeoisie, on est obligé de se projeter et donc d'aller faire de l'impérialisme, de défendre... Au Soudan, exactement. Iran, Venezuela. Voilà, et ça va beaucoup plus loin. Par exemple, pour le Venezuela, parce qu'il y a cette concurrence-là entre les États-Unis et la Chine, il faut aller envahir le Venezuela pour, d'une part, sécuriser l'accès aux ressources pour la bourgeoisie, parce que c'est pas pour les Américains lambda, mais aussi d'empêcher à la Chine de pouvoir avoir accès à ces mêmes choses. Et à l'intérieur aussi, il y a tout ce que ça va aussi devoir obliger l'État à recourir pour maintenir le statu quo bourgeois. C'est-à-dire d'étudiants exactement qui font la queue pour avoir à manger. Oui. Ouais. Et aussi le tournant sécuritaire, c'est-à-dire le tournant sécuritaire à l'interne, c'est aussi parce que l'État nous dit
on va avoir une loi exceptionnelle antiterrorisme, mais c'est une loi qui va être insérée dans le droit commun pour ensuite cibler les mouvements sociaux, écologiques, tous les mouvements de transformation qui vont à l'encontre des intérêts bourgeois. C'est la même chose quand on nous dit on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et que ça... Et ça tue, et ça fait de la Méditerranée un cimetière. Exactement. Et la Manche un cimetière, et les Pyrénées un cimetière, et le désert un cimetière. Ah, oui. Et donc, du coup, comment on fait aujourd'hui pour sortir de la barbarie? Pour sortir de la barbarie, on revient au début du livre et de la personne qui l'avait écrit et dans le contexte, surtout le contexte dans lequel elle avait écrit, c'était clairement en fait une rupture avec le consensus impérialiste parce que si le SPD allemand et la SFIO française ont voté les crédits de guerre et ont accepté de se faire la Première Guerre mondiale, c'est exactement ça ce qu'on appelle ne pas rompre avec un consensus impérialiste. C'est quand les élites et la bourgeoisie nationalisent les travailleurs et leur font combattre pour leurs intérêts. Et aujourd'hui, le socialisme de demain, c'est un socialisme qui ne transige pas justement avec l'impérialisme, parce que l'impérialisme, c'est quand Lénine disait stade suprême du capitalisme, il y a la construction de l'État, de la nation, enfin il y a tout ça qui se coagule et qui se cristallise vers l'aventure impérialiste, quoi. Donc ce que nous on souhaite, c'est que chaque personne qui veut aller justement vers le socialisme doit se débarrasser et doit aller chercher toutes ces contradictions-là et de rompre avec certains consensus, ce qui fait qu'aujourd'hui, on appelle gauche, mais en réalité, ils sont de droite depuis très longtemps. D'accord. Rompre avec le consensus impérialiste, mais encore, est-ce qu'il ne faudrait pas étirer Marx? Oui, et je pense qu'il faut revenir, par exemple, à Fanon, mais aussi à Dussel, mais aussi à comment il s'appelle encore, Walter Rodney, qui a beaucoup écrit sur la façon dont le marxisme pouvait être appliqué aux périphéries, mais également, par exemple, il faut revenir à Cabral. Parce que tous ces gens, ce qu'ils ont montré, c'est que le socialisme scientifique de Marx et de Engels, ce n'est pas qu'un point de vue occidental qui n'est pas applicable ailleurs. Et d'ailleurs, ceux qui ont cette lecture ne vont pas jusqu'au bout de la logique, donc de la dialectique. Parce que la dialectique suppose justement de se confronter à la particularité des situations tout en gardant à l'esprit l'universalité des contradictions, des règles en fait de la matière et de l'histoire. Et étirer Marx, c'est justement partir de la lecture de la situation de Marx. Marx, et Engels, ce qu'ils ont ajouté aux utopiques, c'est de constater que les utopiques n'avaient pas compris que le sujet révolutionnaire était le prolétariat industriel naissant parce qu'ils n'avaient pas la conscience de classe, parce qu'ils ne voyaient pas les contradictions entre la bourgeoisie et autres. Et Marx aussi était dans un monde où la paysannerie était en train de reculer, l'industrie était en train de se développer, et donc toute la masse des personnes qui n'avaient que leur force de travail pour survivre, donc les prolétaires, se retrouvaient du côté industriel. Et donc, c'est pour ça que je disais qu'ils avaient la double vertu, à la fois d'avoir des intérêts contradictoires avec la bourgeoisie, mais aussi d'être dans une position stratégique pour bloquer l'outil de production. Maintenant, quand on arrive dans notre situation en 2026, il faut être lucide et dialectique sur ce qu'est ce sujet révolutionnaire. Ça ne peut plus être l'ouvrier industriel. L'industrie a disparu, par exemple, dans le centre impérialiste. Et aussi, il faut intégrer ce que disait Marx. Marx, il disait que ces gens ont intérêt à sortir du capitalisme parce que le capitalisme les domine. Et le capitalisme ne sort pas de nulle part, ne se reproduit pas n'importe comment. Il y a un camarade qui s'appelle Chris de Position Revue qui le rappelait en citant Alain Bir et la reproduction du capital. Et Alain Bir nous rappelle que le capitalisme, en fait, est né dans des conditions particulières, est né dans le racisme, a grandi avec le racisme et en fait se reproduit avec le racisme. Donc, il y a des sujets qui, à l'intérieur du capitalisme,
ont aussi intérêt à démanteler les conditions d'émergence du capitalisme pour que, même si le capitalisme bouge, que en fait, le système qui arrive ensuite ne soit pas un système qui trouve là les mêmes conditions, mais de la même manière que le patriarcat est une condition d'émergence du capitalisme. Le capitalisme n'a pas créé le patriarcat, mais par contre, quand le capitalisme a émergé, il a profité de cette division donc genrée de la société pour reproduire la force du travail avec, vous l'avez vu pendant le Covid, etc., ou même quand Macron parle de réarmement donc, démographique, on sait bien que ce n'est pas pour les intérêts des gens. Donc, étirer Marx, c'est ce que tu dis d'habitude, c'est-à-dire qu'il faut saturer. Exactement. Étirer Marx, c'est par exemple étirer le sujet révolutionnaire. Le sujet révolutionnaire n'est plus seulement l'ouvrier, c'est aussi la diversité du monde du travail, d'une part, et puis d'autre part, c'est aussi la diversité de toutes les personnes qui, du fait des conditions d'émergence et de reproduction du capitalisme, ont intérêt à rompre avec le capitalisme et son monde. Alors, comment reconnaître la sortie de la barbarie ? Rêve, c'est toi qui as la main, c'est toi qui vas continuer. Et puis après, Moussa, il a une dernière petite question. En fait, sortir de la barbarie, c'est parce que le capitalisme est un suprémacisme, comme le racisme est un suprémacisme, comme le patriarcat est un suprémacisme. Et nous, on aime bien citer Frank Will Hoyt, par exemple, quand il dit que la proposition fondamentale du suprémacisme, c'est que il faut qu'il y ait des groupes d'appartenance que la loi protège mais ne contraint pas et des groupes d'exclusion que la loi contraint mais ne protège pas. Et à ça, il ajoutait que la seule réponse qui vaille, c'est que il faut que la loi ne protège personne si elle ne lie pas tout le monde et la loi ne lie personne si elle ne protège pas tout le monde. Et donc, ce qui veut donc dire que quand on essaie d'organiser notre société, il faut que l'on fasse garde à nos angles morts pour voir pour qui on est en train de construire cette société et donc à qui on fait injonction de se plier à la loi. Exactement, alors qu'on ne l'inclut pas dans la libération, ce exactement qu'avaient fait à la fois les Lumières qui avaient promis la libération de l'individu par la laïcisation et qui n'ont fait que libérer le sujet bourgeois et appliquer la loi bourgeoise, il faut que la loi socialiste soit une loi qui va au-delà de cet archétype du sujet révolutionnaire tel que pensé par Marx et Engels. Le jour où une femme racisée, pas valide, pourra circuler en ville et vivre à le bonheur et que la ville sera adaptée à elle, c'est ce jour-là que tout le monde va être libre. Okay. Et les jours où elles auront le droit d'être médiocres, ce jour-là. C'est bon. Moussa, ta question. Oui, en fait, ma question, c'était simple. C'était vraiment, quelle est la différence entre le socialisme et le communisme ? Vous avez une minute. Le socialisme, c'est une étape avant de passer au communisme. Et c'est dans les écrits de Marx. Je trouve qu'il y a un monsieur qui s'appelle Lénine qui a fait monter tout ça en l'air et il va passer par une phase socialiste parce qu'en fait le socialisme, en gros, la phase transitoire, c'est la bourgeoisie qui se développe, qui développe les forces productives et rentre en contradiction avec il y a une classe ouvrière et cette classe ouvrière-là prend le pouvoir et par une transition on va vers le communisme. On revient vers le communisme parce que c'est pas on va vers le communisme, c'est on revient vers le communisme. Parce que dans c'est la stratégie du communisme. Exactement. Mais lorsque tu es en Russie ou dans des périphéries de l'Empire où il n'y a pas de la Bissau, Cap-Vert de Cabral. Comment tu fais ? Tu vas pas attendre qu'il se développe. Donc tu fais ta révolution avec des sujets qui sont disponibles. Voilà, d'où l'importance de Lénine. Donc voilà. Très bien. Merci beaucoup. Okay. Est-ce que, pour finir, chacun selon ses moyens ? Et chacun. Tout le monde selon ses besoins. Ouais, voilà. Tout le monde, c'est pas la devise de la sécurité sociale, ça ? Et des 3 mousquetaires aussi. N'importe quoi. J'ai failli faire une dédicace à un camarade de Croizat. Voilà. Cette émission est dédiée à Ambroise Croizat. Oh mon Dieu. La fin de l'émission. Un bif. Non, c'est une blague. C'est une blague avec un camarade. Effectivement, on va faire nos comptes avec Croizat. Ok. Angle mort, épisode 8, socialisme ou barbarie, c'est fini. Finalement, le socialisme, n'est pas mort et il n'est pas non plus une nostalgie. C'est sans aucun doute un horizon à défendre. Merci Rêve, merci Charles Marquet, merci Moussa.
ça, hein? Oui, toujours. Toujours. Non, parce que je l'ai écrit 2 fois, je sais pas pourquoi. Merci à vous qui nous écoutez sur Prune. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode d'Angle Mort. D'ici là, restez lucides, restez critiques, gardez les yeux ouverts, là où on vous dit qu'il n'y a rien à voir, pour surveiller vos angles morts. C'était Angle Mort, l'émission qui éclaire les marges et décolonise les regards. Retrouvez le podcast de l'émission sur prune.net.